J'ai été élevé pour être un grand guerrier. On m'a entraîné ma vie entière à maîtriser mes sens. Toi, où t'es-tu entraîné? Dans une ferme? Ouais, dans la ferme ta gueule. Encore vous? Bon bah puisque vous êtes là... Par contre on commence. Dans ma dernière chronique, j'expliquais brièvement que les clichés étaient essentiels aux films de slasher. Mais pour être exact, c'est le cinéma en termes général qui est rempli de clichés. Du mythe du proche chevalier et de la demoiselle en détresse, jusqu'au méchant qui fait un discours débile plutôt que de tuer le gentil, les clichés sont les idées incontournables d'un récit. Pour faire une analyse plus poussée, j'aurais pu parler du monomythe, un concept développé par Joseph Campbell dans les années 40 qui explique que tout mythe ou histoire sont à peu près la même chose, à quelques variations près. Et c'est d'autant plus vrai pour le cinéma quand on voit que toutes les plus grosses sagas actuelles fonctionnent sur la même construction. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, aussi passionnant soit-il, car là n'est pas la question. La question que je me pose aujourd'hui est quand un cliché ne sert plus le récit et devient un véritable problème. Bien évidemment, le film d'aujourd'hui n'a pas qu'un problème de cliché. Il y a aussi tout un tas de petites merdouilles qui rendent le visionnage du film aussi agréable qu'un match de boxe contre un mec qui aurait des haltères dans les gants. Bienvenue dans Indestiné, laissez-moi vous prendre par la main, de force, vers le petit monde ridicule du fantôme de Canterville. Stop. Tout est mauvais. Mauvais, mais ça touche au sublime tellement c'est mauvais. Oh mais si le film décide de se critiquer tout seul, moi ça me va hein. Sorti en 2016 et réalisé par Yann Samuel, le film raconte l'histoire du château de la famille Canterville, hanté par le fantôme d'Aliénor de Canterville, joué par André Fleurot, et de son majordome Guilherme, joué par Michael Young. Leur quotidien tranquille va être bouleversé par l'arrivée d'une famille de bobos parisiennes qui est la définition même de la bonne famille bien française, le père absent joué par Lionel Astier, sa femme qui vit sur une autre planète jouée par Michel Laroche, leur fille Virginia, je ne ferai aucun commentaire parce que j'aurai l'occasion de beaucoup parler d'elle par la suite, joué par Mathilde Daff, leurs deux enfants. Ah, des enfants! Et Erwan, le descendant d'Aliénor, joué par Julien Frison. Les deux fantômes vont donc essayer de faire partir les envahisseurs, mais finiront par s'intégrer au 21e siècle et peut-être même trouver la paix. Et franchement, je pourrais m'arrêter là. Parce que le premier problème du film est juste ici. Michael Young? Hein? Mais non, il y a beaucoup trop de personnages. Quand tu écris un récit, le nombre de personnages est super important. Première raison, s'il y a trop de personnages, tu perds ton spectateur, et l'amène à cette indubitable question qu'on a tous dans ce genre de moment. J'appelle ce phénomène le « mais bordel, c'est qui lui ?» Second problème, la gestion de ces personnages. Il est évident que si un film possède trop de personnages, il va perdre beaucoup de temps en développement ou bien en sous-intrigue. Dans ce genre de cas, la solution la plus simple, mais aussi la plus populaire, est de bâcler tes personnages. Mettez ça dans un coin de votre tête, on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, qu'est-ce que je reproche au film? Pour commencer, parlons du jeu d'acteur. Alexandre Astier est un excellent acteur, pas besoin de regarder Kaamelott pour le voir. Regardez Le Gang des Lyonnais par exemple. Mais là, il se fait tellement chier dans son rôle bidon qu'il arrive jamais à être juste. Pour être honnête, le problème ne vient pas du jeu des acteurs en eux-mêmes. Le problème vient de l'écriture de leurs personnages ainsi que du peu d'investissement de certains. Maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on est parti. Demandez mes billets pour l'île de la souffrance. Ah, ici s'il vous plaît. Comme dit précédemment, la seconde cartouche va commencer avec l'écriture des personnages, qui, pour le dire vite fait, est totalement misérable. Et tout de suite, la valse des conneries du cinéma français. Et dans la famille bancale, je voudrais... les parents. Sans déconner, si j'avais des parents comme ça, je me serais étranglé avec mon propre cordon ombilical. Non mais sérieux, il y en a aucun qui est sain d'esprit. La maman est une parodie de Valérie Damido, ne jurant que pour le feng shui pour les nuls. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'il y a? Mais jamais un miroir face à une porte. Ça renvoie le chi dehors, c'est ça? Non, le qui, pas le chi. Tu te rappelles, c'est l'énergie. Positive. Voilà. Et maintenant, tu vois, je vais répandre des ondes vitales dans les 4 directions ornementales. Oh pitié! Mais c'est quoi votre secret à vous? Plus de 300 ans, vous avez pas une ride. Hein? Vous pouvez pas me le dire, hein? Allez, entre filles. Essayez la mort violente. Cynisme, c'est le 3e chakra. C'est un gros blocage. Mais genre, ça te dérange pas de voir un fantôme débouler dans ta pièce? Et le père, j'en parle même pas. Mais par Slack Borgia le terrible, est-ce que c'est possible de faire plus stéréotypé? Le père est écrit comme un père à fond dans son boulot, carriériste et totalement absent. Je ne le comparerai pas à Peter Parrish dans Hook pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas suffisamment de temps à l'écran pour être aussi extrême que lui. Est-ce que vous allez tous la fermer?
Excuse-moi. Et me laisser seul pendant un moment. Moira, veux-tu les faire sortir? C'est le coup de fil de ma vie. Allô? Les enfants! Je travaille, là! Il n'a d'autres personnages que ça. Et niveau politesse, merci, mais on repassera. Quand sa femme ou ses enfants lui parlent, eh ben... C'est une très bonne répétition pour ton cours de théâtre. Non, mais dis-lui que déménager n'a jamais été un complot dirigé contre elle. Bien sûr que si. Et je m'en réjouis, monsieur Cathédrali. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi Virginia est bloquée en mode casse-couille. Je veux bien, mais... ça semble normal pour tout le monde. Ça pourrait être un vrai ressort scénaristique. Mais bon, après tout, qu'est-ce que vous voulez? Que vos personnages soient développés? Pauvre fou. Les enfants, parlons-en. Ils ont 3 gosses. Virginia et... bah les 2 autres. Ok, désolé, j'ai regardé le film plusieurs fois, mais j'arrive toujours pas à encadrer leur nom. Bon, Virginia les appelle les M&M's. Dans le fond, tout le monde s'en tape, puisqu'ils ne sont là que pour une seule et unique raison, les nerfs. Admirez la fluidité de cet objet qui vous déboursera d'un mois de salaire et vous bousillera vos objets décoratifs quand les immondes aliens que vous avez mis au monde s'en prendront l'envie d'y jouer avec, à l'intérieur. Parce que oui, en plus d'être effroyablement énervants, ils ne sont là que pour faire du placement de produit. Pourquoi cette réaction? T'es pas au courant? Les placements de produits, c'est le mal. Bah pas vraiment en fait. Je me dois de faire une aparté sur le sujet. Un film, ça coûte beaucoup d'argent. Il est normal pour une marque ou une firme de faire sa publicité à travers un film tout en le finançant au passage. Ça devient un problème quand le film ne tourne qu'autour de ça, ou que les marques prennent tellement d'ampleur qu'on ne remarque plus qu'elles. Et ici, c'est pas non plus affreux, mais c'est lourd. Tout est fait pour montrer que les 2 gosses sont espiègles et malicieux, mais dans les faits, ils sont aussi désagréables qu'une maladie vénérienne. T'as réussi à parler de mineurs et de maladies sexuellement transmissibles dans la même phrase. Yep. Impressionné? Maintenant que les amuse-bouches sont terminés, on va passer au plat de résistance. Mathilde Daff joue Virginia, une ado rebelle qui fait du théâtre. Donc elle joue Cyrano de Bergerac. Parce que tout le monde le sait, excepté Molière, il n'existe rien d'autre dans le répertoire théâtral. Peut-être un type pas trop connu, genre William Shakespeare, je crois qu'il s'appelait comme ça. Mais bon, après tout, c'est pas comme si il était connu pour être un grand écrivain. Bon, je sais, là, c'est mesquin de ma part. Pour le jeune public, utiliser une œuvre connue comme référence est toujours plus facile pour la compréhension, ainsi que pour ancrer le récit dans le réel. Mais bon, pourquoi ne pas faire un effort? Que ça soit pour le théâtre ou autre, ça aide beaucoup pour la culture G. Bref, pour en revenir au personnage de Virginia, il est tellement mal écrit. Mais alors tellement mal écrit! Je crois que si tu cherches le mot insupportable dans le dictionnaire, tu tombes sur sa photo. Elle est toujours en colère contre tout. Qui est son vrai père? Grincheux? Mantra bouddhiste de bienvenue chez nous. Ah. De bienvenue chez vous, oui. Bon allez, je prends les choses en main. Oh mon Dieu, mais c'était atroce. Je veux rentrer à la maison. Bon, ok, allez, rends-toi utile. Que les choses soient claires. Ce qui vient de se passer entre toi et moi, ça doit... Un peu rien. Rien. Bah c'est déjà trop. Oh, Guilherme, leur amour va me sauver. Ça y est, madame. Enfin! Tout est résolu. Eh bien, que vous dire? En ce qui me concerne, je l'ai taillé en pièces. Par contre, pour ce qu'il en est des autres demoiselles de mon époque, il convenait de laisser tomber un mouchoir et d'attendre que le galant le ramasse. On appelle ça un gage. Ouais, si un mec ramasse un de mes Kleenex sales pour me le rendre, moi je dis dégage. Vu que Canterville m'a offert 2-3 sapes, tu m'aiderais pas une dernière fois à me faire répéter ma scène? Tu veux que je t'aide? Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis que je t'ai rencontré? Ben, je veux dire que t'es une très bonne doublure. Doublure? Non, mais pour donner la réplique. Avec toi, je fais pas semblant. De quoi? De manipuler? Écoute, je suis peut-être un bouffon, mais je suis pas un abruti. Bonne nouvelle, t'es pas que un bouffon. 2 siècles de poésie pour un seul homme. Une demoiselle m'a dit un jour, quand on aime, on pardonne. Une belle idiote qui vous a dit ça. Oui. Virginia, demain c'est le fest-noz. Et je me disais que peut-être toi et moi on aurait... Non mais demain, c'est l'audition du conservatoire. C'est genre le jour le plus important de ma life. C'est bon, j'ai rien dit. Et surtout, me dis pas merde. Ok, arrête ça, elle me gâte. Oh mais attends, pauvre chou. C'est rien ça par rapport à la suite. Tout ça mis à part, son personnage ne provoque aucune empathie chez moi.
Pour la faire simple, quand les fantômes ont épuisé leur répertoire pour faire partir notre merveilleuse famille, ils se tournent vers elle. Le seul moyen qu'elle a trouvé est de les attaquer là où ça fait vraiment mal. Le portefeuille pour le père, la décoration pour la mère, et les jeux vidéo pour les deux petites tiques. Alors, ils vont les doser à DOA, hacker le PC du daron et taguer les murs. Des trucs de Jones, quoi. J'ai besoin de dire ce qui va pas. Oui. Bah, le cliché mis de côté, est-ce qu'on peut vraiment s'attacher à un personnage aussi antipathique? Comment je peux m'attacher à une personne qui est capable de torturer psychologiquement sa famille pour un caprice de petite pisseuse? Comment je peux m'identifier à un personnage qui n'est qu'une parodie de l'ado rebelle? Et comment je peux respecter une personne qui n'a pas une once de moralité? Je vais donc devoir vous demander de mettre ça encore une fois dans un coin de votre tête, car maintenant nous allons parler du héros du film, le geek. Oh dear, we are in trouble. Erwan, joué par Julien Frisson, est probablement le personnage le plus foireux jamais écrit depuis la naissance du cinéma. T'en fais pas un peu trop, là? Ok, j'ai rien dit. À aucun moment dans le film, ce personnage ne m'a fait ressentir autre chose qu'une profonde gêne. Il est l'héritier de la famille de Canterville, mais contrairement à son ancêtre, il est juste misérable. Un pleutre lâche qui vit encore chez sa grand-mère, mais surtout, une parfaite adaptation du geek selon le cinéma français. Dans cette scène, Virginia et l'autre tâcheron demandent à Aliénor si elle aurait l'extrême obligeance de bien vouloir virer ses parents de la maison, histoire qu'ils puissent rentrer à Paris. Et voici la scène qui m'a totalement fâché avec ce film, parce que jusque-là, j'avais été subtil. Bon, écoutez, je vous apprends à faire peur et en échange, vous faites fuir ma famille. Deal. Pacte, Virginia, ton âme, c'est un peu beaucoup. Propose autre chose. Mais pas de blessés. Ah, mais ça, mademoiselle, ce sont les aléas du métier. Du fric, top là. Parfois, un petit arrêt cardiaque net et sans bavure, c'est préférable. L'intégrale de Naruto. Non. 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 On va plus l'arrêter. Tu nous l'as énervé. La meilleure adaptation d'un geek dans le cinéma français. Putain de merde. Désolé d'être aussi vulgaire, mais là pour le coup, je me suis senti vraiment insulté par cette réplique. Vous devez sûrement penser que c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Je suis un geek, un passionné de cinéma et de beaucoup d'autres choses. Mais voilà comment le réalisateur voit ma communauté, ainsi que moi-même. Comme une ridicule limace si stupide qu'il passerait un pacte avec une entité maléfique contre des mangas pour obtenir ce qu'il veut. Vous comprenez où est le problème? Et je parle même pas de la réalisation qui est totalement aux fraises. Ce que vous voyez à l'écran est un plan dit débulé. En règle générale, il est utilisé pour faire ressentir au spectateur une sorte de malaise léger, lui faire comprendre subliminalement que la situation est dangereuse. Le procédé est classique et il fonctionne toujours, mais ici, il est appuyé par une petite musique d'ascenseur et un contexte totalement foireux. À quel point c'est mauvais? Twilight 1 se sert d'un plan identique et réussit son coup. Vous voyez comment le boulot est bâclé? Maintenant, j'aimerais que vous vous souveniez du problème dont j'ai parlé en début de vidéo. Celui sur trop de personnages. Et bien vers la fin du film, la famille étant ruinée par le caprice de l'insupportable petite peste de Virginia, tente de vendre la maison. Seul problème, c'est que cette maison est totalement invendable, et le patron du père, étant un patron, et donc un enfoiré, cherche à leur faire à l'envers sur l'achat de la maison. Les Otis sont aux abois. Si je leur propose la moitié de la somme, ils seront contents. Un quart. Un dixième. Préparez un nouveau contrat. Monsieur, ce contrat n'est pas du tout celui que nous avons discuté. J'y perds presque tout. Dans votre situation, presque est enviable. Vous m'aviez promis du grand spectacle, pas un goûter d'Halloween. Mais vous pouvez pas faire ça. Ah si. C'est ce que je fais tous les jours. Il n'y a pas un seul de mes employés qui refuserait de me lécher les bottes. Je me trompe, Otis. Vous me demandez de sauver votre famille de la ruine, raccommoder votre bicoque et conserver votre emploi, c'est beaucoup de demandes. Parce que moi, finalement, je ne désire qu'une chose. Des chaussures propres. Lécher. C'est bien, Otis, vous faites le bon choix. Bravo. Une toute petite dernière chose, monsieur Castelbernier. Je suis à l'écoute. Regardez. Abracadabra. Souriez. Pour vous servir. Et ça, sur YouTube, ça fera beaucoup plus de bruit qu'une abominable vidéo de fantôme. Attends, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, vous êtes sûr, on n'a pas le droit? Ah mince. C'est quoi ce bordel? Coucou. Eh bien, c'est exactement l'idée que j'exposais. On se fout royalement de cette histoire, jusqu'au moment où elle est résolue, aussi vite qu'elle est expédiée. Utilité sur 20. Amen. Maintenant, on va parler du message général du film.
Et comme je risque pas de me faire que des amis, je tiens à le préciser clair et net. Je me fous, mais alors royalement, de tout mouvement quel qu'il soit. Religieux, féministe, social justice warrior, vegan, j'en passe et des meilleurs, je ne juge pas, ça n'est pas mon affaire. À titre personnel, j'applique en toute situation la règle de Rick Sanchez. Et donc, en conclusion, vous êtes l'un et l'autre deux homoncules lunatiques, hypersensibles, hypercollants, hystériques, au QI dépassant pas celui d'un oiseau. Et je suis incapable de savoir qui est qui parce que je me base ni sur la taille ni sur l'âge, mais sur qui me les brise le plus des deux. Et à ce niveau-là, vous êtes identiques. C'est bon, tout est arrangé? Je vais parler d'un film et non d'un mouvement. Alors vous êtes mignons, vous gardez vos mains dans vos calcifs avant de vous rouiller sur la barre des commentaires. Le film prône un message féministe totalement assumé qui est terriblement maltraité. J'ignore à quoi il pensait sur le papier, mais dans les faits, c'est totalement merdeux. Tout est fait de la figure paternelle traînée dans la boue jusqu'au héros geek infantilisé et ridiculisé à outrance pour faire comprendre non pas que la femme est l'égale de l'homme, mais que l'homme est en réalité juste une grosse merde. Je n'exagère rien. Tous les hommes dans ce film sont dépeints de manière négative. Le message n'est pas égalitionniste, il est suprémaciste. Le père, un égoïste. Le geek, une caricature. Le patron, une sale race. Les piliers de comptoir, des brutes ou des alcoolos. Et Guilherme. Y a pas plus personnage concept que lui. Un gros neuneu qui ne sait pas dans quelle époque il vit, trouillard et empoté, mais surtout, au service d'une femme. Je le dis, je ne juge pas le féminisme, je juge le message d'un film. Et à mon sens, ce n'est pas du tout une mauvaise interprétation. Quand je vois que tout est mis en œuvre pour arriver à ce résultat, je n'y vois pas coïncidence. J'y vois providence. Non, j'y vois malveillance. Comprenez bien une chose, tout film est politique. Que ce soit les films de John Carpenter jusqu'aux comédies françaises, tout film est politique. Ce genre de message foireux dans un film ne date pas d'hier, mais là c'est encore pire. Le message est purement subliminal, et quand je vois que le cœur de cible de ce genre de film sont les enfants, ben, j'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est un petit peu du formatage. Par corollaire, ce film me fait beaucoup penser aux nouvelles aventures d'Aladin. Le sous-texte discriminatoire est juste ultra présent, et ça me fait vachement flipper de voir que de plus en plus de productions pour ados/enfants contiennent autant de messages aussi limites et qu'ils passent crème. Utiliser des œuvres de fiction qui permettent de véhiculer un message qui va formater une partie de la population, ça s'appelle de la propagande. Qu'elle soit directe ou insidieuse, ça reste de la propagande. Et ce qui m'énerve le plus avec ce film, c'est qu'ils étaient à deux doigts de réussir et de gérer leur sujet. Un personnage féminin fort n'est pas une pétasse imbue d'elle-même qui tire toujours la tronche, genre femme bulldog, mais tout simplement la même chose qu'un personnage masculin. Pas une grosse brute, ni un pro-chevalier, mais quelqu'un qui prend de vraies décisions. Qui peut réussir ou échouer, peu importe, c'est un personnage qui donne envie de nous identifier. Les exemples sont légion, mais si je devais en citer qu'un seul, je citerais Fry, joué par Radha Mitchell dans le film Pitch Black. Voilà un personnage fort qui prend de vraies décisions avec une vraie évolution. Une égoïste qui va finir par penser plus à ses coéquipiers qu'à sa propre vie, et pour qui on peut avoir un vrai attachement. À la place, notre héroïne n'est qu'un cliché made in la France pour laquelle on n'aura rien d'autre que ce qu'elle nous a présenté en début de film. Pas d'évolution, elle commence le film pétasse et le termine ainsi. Le reste de la réalisation est affreusement classique. Le seul moment un peu audacieux est la scène d'intro. Les costumes, l'éclairage, la colorimétrie, tout est bon. Mais ce qui me chiffonne royalement, c'est le magnifique carton 1952, histoire de rappeler aux plus débiles d'entre nous dans quelle époque nous sommes. Le cinéma, c'est l'art du show don't tell. Montre, ne dis pas. Alors pourquoi, quand tu t'emmerdes à faire parler ton image en la travaillant aussi bien, tu ruines tout avec un carton? Sans déconner, tout est fait pour ne pas avoir besoin d'utiliser ça. Quel travail de tâcheron! Et je ferai la même remarque pour une adaptation qui est sortie il y a un mois quand j'écris ces lignes. Donc à la place d'un extrait, vous aurez les superbes images d'un cornichon qui se bat contre un jaguar. Dans la scène d'intro de Valerian, sortie en 2017, Luc Besson nous explique comment la station Alpha 1 a été créée de son début jusqu'à son départ de l'orbite terrestre. Mais on retrouve le même problème alors que toute la mise en scène est faite pour te montrer le temps qui passe, à chaque putain de nouveau peuple, pays, espèce, on a une connerie de carton qui nous explique le bon dans le temps. Ouf, le mauvais, c'est terminé. Et croyez-moi que ça a été très très dur. Mais t'as quel âge? Multiplié par 7. Le reste du film a pour lui de superbes costumes ainsi que des effets spéciaux de qualité et de rares bons moments d'humour. J'ai envie de dire, à 12 millions 4, c'est un peu le minimum syndical. Le problème des acteurs vient de l'écriture de leurs personnages, mais pour le reste, ils sont plutôt bons. Audrey Fleurot et Michael Young portant le film à eux tout seuls, puisqu'ils sont plus ou moins les mieux écrits. Mais t'as pas dit que Guilherme était nul? Il n'a rien à faire ici, vilain chien, ce sont mes narrations. Oui, Guilherme a un problème de fond, mais pas de forme. Michael Young assure dans son rôle de Benet et le fait du mieux qu'il peut, et c'est franchement pas mal. Et pour conclure avec ce film, il n'y a pas assez de bon pour dire qu'il vaut vraiment le coup. Le sous-texte a vraiment des Rolandras crevés,
Et si j'entends encore une seule fois quelqu'un dire « je vous biffe », Virginia vous biffe. Virginia vous biffe. Je vous biffe. j'étrangle des chatons avec leurs propres tripes. Je te suis sur ce coup-là. T'as un problème mon pote, faut vraiment que tu te fasses aider. T'inquiète, j'ai tout ce dont j'ai besoin. N'hésitez pas à vous en faire votre propre avis et à en débattre dans les commentaires car c'est ça qui est le plus important. Maintenant le speech habituel, s'abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un que vous n'aimez pas. Car les mauvaises vidéos YouTube, c'est comme les maladies vénériennes. Quand on en a, faut toujours en faire profiter les copains. Merci de votre temps, c'était Simon Belmont et à bientôt pour de nouvelles vidéos.